Vous savez, en finance, tout, absolument tout, repose sur une seule et même chose, le prix du temps. Et ce prix, comment on l'appelle? Eh bien, ce sont les taux d'intérêt. Alors aujourd'hui, on va plonger vraiment au cœur du réacteur pour piger comment ça fonctionne. Bienvenue dans ce premier décryptage consacré à la finance quantitative. Alors, la grande question qu'on se pose tous, comment est-ce que la finance peut bien prédire l'avenir? Ça paraît un peu fou, non? Eh bien, une grosse partie de la réponse, elle se cache dans une sorte de langage secret, le langage des taux d'intérêt. Et c'est justement ce code qu'on va commencer à déchiffrer ensemble aujourd'hui. Allez, on y va. Section 1, le monde des taux. Faut bien comprendre qu'ici, tout est une question de perception, d'anticipation. Pensez aux immenses marchés de la dette, ce qu'on appelle le fixed income. Qu'est-ce qui les fait bouger? Une seule chose, l'anticipation de ce que seront les taux d'intérêt demain. C'est vraiment ça le moteur de toute la machine financière. Alors, première chose à savoir, et ça peut paraître un peu contre-intuitif au début, c'est la relation entre les taux et le prix des obligations. C'est simple, ils bougent en sens inverse. Quand on entend parler d'un rallye obligataire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les taux d'intérêt sont en train de baisser et donc la valeur des obligations, elle, monte. Et à l'inverse, si on a un sell-off, une vente massive, eh bien là, les taux grimpent et le prix des obligations chute. C'est cette bascule, cette simple balance qui est absolument fondamentale pour comprendre tout le reste. Bon, maintenant parlons un peu d'histoire. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, pour que tout le monde sur les marchés financiers puisse parler le même langage, il fallait une référence commune, une sorte de maître étalon, si vous voulez. Et cette référence, ce standard universel, c'était le LIBOR. Le LIBOR, ça veut dire London Interbank Offered Rate. Et en gros, l'idée, c'était que ce taux représente le coût auquel les très grandes banques mondiales se prêtaient de l'argent entre elles. Et attention, sans aucune garantie. C'était vraiment le pilier, la pierre angulaire sur laquelle des millions et des millions de contrats financiers étaient bâtis. Et son influence, elle était juste colossale. On parle de 5 devises majeures, 7 maturités différentes, et surtout des milliers de milliards, des trillions de dollars de produits financiers qui étaient indexés dessus. Le truc, c'est que ce pilier, il s'est complètement effondré. Le scandale de manipulation qui a éclaté entre 2008 et 2012 a tout simplement pulvérisé sa crédibilité. Et là, panique à bord, il a fallu que tout le système financier trouve en urgence une nouvelle boussole. Donc voilà, le LIBOR est mort, ou presque. Face à cette crise de confiance, il fallait une solution. Et la réponse du marché, ça a été de se tourner vers un indicateur, disons, plus propre, plus transparent, plus robuste, et surtout beaucoup plus difficile à manipuler. Et ce nouvel indicateur, c'est le taux OIS. OS, qu'est-ce que ça veut dire? Overnight Indexed Swap. Bon, pour faire simple, c'est un contrat financier dont le taux n'est pas basé sur ce que disent les banques, mais sur le taux directeur au jour le jour d'une banque centrale. Par exemple, celui de la Réserve fédérale américaine. Et ce lien direct avec une autorité officielle, ça change tout. Ça le rend beaucoup plus fiable. Et c'est là la différence fondamentale. Vous voyez, le LIBOR, il était basé sur des déclarations, des soumissions de banques privées. Donc forcément, il y avait dedans le risque de crédit de ces banques, leur propre risque de faire faillite. L'OAIS, à l'inverse, il est basé sur un taux contrôlé par une banque centrale. On se rapproche donc de quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un taux sans risque. Pour le dire autrement, on est passé d'une opinion de marché à un fait quasi officiel. Et attention, cette différence, elle n'est pas juste théorique, loin de là. En pratique, l'écart entre ces deux taux, ce qu'on appelle le fameux spread LIBOR-OIS, est devenu un véritable baromètre de la fièvre des marchés. Pensez-y, si cet écart se creuse, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que les banques commerciales se font de moins en moins confiance. C'est un indicateur de stress, une sorte de sismographe de la santé du système bancaire. Bon, d'accord. On a donc maintenant des taux de référence qui sont fiables, comme l'OIS. C'est super. Mais ce ne sont que des points de données, un peu isolés. La question, c'est comment on passe de ces quelques points à un outil de prédiction vraiment puissant? Eh bien, la réponse, c'est qu'on va les utiliser pour construire ce qu'on appelle la courbe des rendements. Alors, la courbe des rendements, ou la yield curve, comme on dit souvent, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste un graphique, tout bête. D'un côté, on a la durée d'un prêt, 1 mois, 1 an, 10 ans, 30 ans, et de l'autre, le taux d'intérêt correspondant pour cette durée, pour une même qualité de crédit, bien sûr. Le résultat, c'est une photographie instantanée, un cliché de ce que le marché anticipe pour les taux futurs. Oui, mais voilà, dans la vraie vie, on ne vous donne pas une belle courbe toute lisse sur un plateau d'argent. Non, dans la vraie vie, ça ressemble plutôt à ça. Un écran, souvent un terminal Bloomberg, rempli de chiffres dans tous les sens. Ce sont des cotations réelles pour plein d'instruments différents, à plein de maturités différentes. C'est le chaos. C'est le matériau brut à partir duquel il va falloir tout construire. Alors, comment on fait pour passer de ce chaos à quelque chose d'utilisable? On utilise une technique qui s'appelle le curve stripping.
Le processus est assez logique, en 3 étapes. 1. On rassemble toutes les données du marché qu'on peut trouver. 2. On en extrait les points les plus importants, les plus fiables, pour les échéances clés, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et enfin, étape 3, on relie les points. On utilise des modèles mathématiques, ce qu'on appelle l'interpolation, pour tracer une belle courbe bien lisse qui passe par tous ces points. Et voilà, le tour est joué. On est passé de ça, les données brutes et désordonnées, à ça, un modèle super clair et super puissant. Une courbe continue qui nous donne le rendement attendu pour n'importe quelle maturité, même celles pour lesquelles on n'avait pas de données au départ. En gros, on a pris tout le bruit du marché et on en a extrait un signal limpide. Et cette courbe, croyez-moi, ce n'est pas juste un joli dessin pour faire plaisir aux profs de finance. Non, c'est un outil absolument fondamental. C'est une sorte de carte, une carte qui nous aide à naviguer à travers les incertitudes du futur économique. Concrètement, à quoi elle sert cette courbe? Eh bien, à plein de choses. D'abord, elle est la base pour donner un prix à des trillions de dollars de produits financiers. C'est aussi un outil essentiel pour se couvrir contre le risque de taux. Mais son pouvoir ne s'arrête pas là. Sa forme, en elle-même, est l'un des indicateurs prédictifs les plus puissants qu'on connaisse en économie. Et il y a ce phénomène fascinant. Quand la courbe s'inverse, c'est-à-dire quand les taux à court terme deviennent plus hauts que les taux à long terme, ce qui est contre-intuitif, historiquement, ça a été le signal avant-coureur d'une récession économique. Presque à chaque fois. Et tout ça, ça nous amène logiquement à une dernière question, une question un peu vertigineuse. Si cette courbe des rendements est vraiment capable de prédire l'avenir, alors quel message est-ce qu'elle nous envoie là, maintenant, aujourd'hui? Je vous laisse avec cette pensée pour conclure ce décryptage.